Les balades souterraines font le bonheur des amateurs de sensations fortes, mais aussi des mélomanes. Je vous dirai pourquoi en fin d'émission. Avant d'aller crapahuter sous terre, plein soleil, nous partons à Tahiti. Allez, on se fait plaisir. On s'offre une escapade dans les eaux les plus turquoises du monde. Pour la plupart des gens, c'est une invitation à la détente. Pour d'autres, ces eaux ont été une incitation à la révolte. Tahiti, avec les révoltés du bateau La Bounty, c'est notre première invitation au voyage. À presque 16 000 km de Paris ou de Berlin, au milieu du Pacifique, l'île de Tahiti est la merveille des mers du Sud, un mythe. Au sein de l'archipel de la société, Tahiti incarne avec ses voisines Moorea et Tetiaroa toute la féerie de la Polynésie française. Des lagons translucides enroulés autour de ses atolls et des îles hautes où cascades et forêts primaires dévalent les pentes des pics et des massifs volcaniques. C'est là que s'est produit, en 1789, une mémorable mutinerie. L'équipage du vaisseau britannique, la Bounty, s'est révolté contre son capitaine despotique. Cette histoire serait sans doute demeurée méconnue si deux romanciers américains, Charles Nordhoff et James Norman Hall, n'avaient consacré une partie de leur existence à relater et à sublimer cette histoire. Au début des années 20, 150 ans après l'aventure de la Bounty, Nordhoff et Hall découvrent le nord de Tahiti, alors colonie française, et le site où accosta la frégate anglaise. Tels les héros de la Bounty, les deux amis vont être bouleversés par Tahiti et leur vision du monde va être remise en question. Ils vont alors coécrire Les Révoltés de la Bounty, qui deviendra un grand classique de la littérature d'aventure, adapté 4 fois au cinéma et incarné en 1962 par Marlon Brando. Ces œuvres vont mettre en lumière ces ensorceleuses que sont Tahiti, son île sœur Moorea et Tetiaroa. Je me souviens encore de notre atterrage à la Pointe Vénus et de notre marche par-delà une autre plage de sable longue et incurvée, contre laquelle les lames venaient se briser avec violence. Sur la côte nord de l'île principale, Tahiti, à 10 km à l'est de la capitale Papeete, une langue de sable. La Pointe Vénus et une baie, celle de Matavai, ont vu défiler les plus grands explorateurs européens qui, à la fin du XVIIIe siècle, avaient entrepris de faire le tour du monde. Ici, nous sommes sur une pointe très particulière. Elle a un nom tahitien. Il y a un lagon qui est bien protégé par le récif. Le Bounty a d'abord ancré ici, baie de Matavai. Sur cette plage, en 1788, après une éprouvante traversée de près d'1 an, l'équipage de la Bounty, venu en mission scientifique, chercher des plants d'arbres à pain pour nourrir à moindre frais les esclaves des colonies, a rencontré la population tahitienne. Comme tous les premiers redécouvreurs, ils cherchaient de l'eau douce. Et derrière nous, il y a la rivière qui permettait cela. Et ils cherchaient du bois parce qu'on chauffait au bois sur les voiliers. Presque un siècle et demi plus tard, en 1920, James Norman Hall et Charles Nordhoff s'installent sur les hauteurs de cette même baie pour écrire un roman dans lequel ils tentent de reconstituer cette histoire. Dans leur récit, le capitaine de la Bounty, Bligh, est un tyran qui humilie, punit et fouette les membres de son équipage. Débarqués à Tahiti, ces derniers découvrent sa beauté et aussi celle de ses habitantes, avec lesquelles il batifole. Peu à peu, les membres de l'équipage résistent à Bligh, puis se révoltent, menés par le séduisant capitaine Fletcher Christian, le second de Bligh. Cette baie de Tahiti les a ensorcelés. À côté de nous, il y a le phare de la Pointe Vénus. Ce phare a été construit à un moment donné où le canal de Panama n'existait pas encore. Et il y a des phares ici, et ils étaient vraiment importants à ce moment-là. Trentenaires, anciens militaires,
célibataires, Charles Nordhoff et James Norman Hall ont déjà coécrit un livre sur l'aviation. Ils rédigent plusieurs romans à Tahiti avant de se concentrer sur les révoltés de la Bounty, qui sera leur œuvre majeure. Charles choisit de s'installer à Papeete, mais James, en véritable esthète, préfère s'établir dans un village qui domine la baie de Matavai, Aroué. Sa maison, à une bonne demi-heure de la plage, se visite. On se trouve dans le berceau même où est né le fameux roman de James Norman Hall et de Charles Nordhoff. Et c'est toujours très intéressant de voir comment un livre est né, et mieux qu'un livre, un véritable mythe. C'est une maison bourgeoise, on pourrait dire que c'est une maison coloniale. Si tu regardes les portraits, les tableaux, etc., ça dépeint un certain style de vie. Et c'est sûr que James Norman Hall et Charles Nordhoff ont pu partager la vie de beaucoup de gens qui voyageaient par ici, des botanistes, des marins. À l'époque de Nordhoff et Hall, Tahiti fait partie des établissements français d'Océanie et est peu construite. Le nombre de voitures était très très limité. Le tour de l'île ne pouvait se faire que très difficilement, donc les gens se déplaçaient à pied. Je crois que l'on marchait beaucoup à pied, on marchait beaucoup en pirogue. Dans ce contexte et dans cette maison, régulièrement les deux amis se retrouvent pour écrire. Le plus souvent, Nordhoff raccourcit les excès de romantisme de Hall pour s'en tenir à l'histoire des révoltés de la Bounty. Ils sont fascinés par une belle aventure dans les mers du Sud, de jolies vahinées, de belles plages, des cocotiers. Ils vivent à Tahiti. C'est ça qui leur donne envie de ressusciter cette histoire de la mutinerie du Bounty qui n'était pas très connue. À l'arrière-plan, les montagnes. Un jaillissement fantastique de tours d'aiguilles, de précipices, était boisé jusqu'à leur sommet. Nordhoff et Hall se rendent régulièrement sur l'île tout aussi exquise de Moorea. À 15 km au nord-ouest de Tahiti, elle a peu changé depuis les années 20. La lumière du soleil sur le lagon, les couleurs qui changent constamment, les couleurs de la végétation, les fruits, les fleurs. Je pense que ça a beaucoup marqué Nordhoff et Hall, mais comme aussi ils sont tombés amoureux, ils ont épousé deux Tahitiennes, ils ont pu rentrer dans la vie polynésienne. Nordhoff et Hall sont accueillis par les familles de leurs nouvelles épouses. Ils sont initiés à la spiritualité polynésienne et à la dimension magique des espaces rituels, nommés les marae. À 30 minutes de route vers le nord de Moorea, la vallée d'Opunohu abrite un marae portant le même nom. Ce sont des lieux paisibles, près d'une rivière, avec de grands arbres, généralement des banians, et en même temps un lieu de culte. Dans ces îles, on peut sentir ce que les Polynésiens appellent le mana, une espèce de puissance qui est dans la nature, les arbres, les plantes. Ce fameux mana s'empare de l'esprit de Nordhoff et de Hall. Transportés, ils écrivent des centaines de pages, narrant les amours des marins de la Bounty avec de ravissantes vahinées, et en particulier la romance du second du capitaine Bligh, le lieutenant Fletcher Christian. Cet aristocrate, ouvert aux idées nouvelles, tombe amoureux de Maimiti, la fille du chef tahitien. Nordhoff et Hall vont adopter un peu les mêmes comportements que leurs prédécesseurs. Et on peut dire que l'île de Tahiti envoûte les âmes parce qu'en général, quand on y a vécu, même si on s'en va, on y revient. Nordhoff et Hall, eux, choisissent de rester. C'est à Tetiaroa aussi que vont séjourner les Poris, les jeunes filles que l'on place sur une plateforme de pierre pour qu'elles y soient admirées. Au large de Moorea et de Tahiti surgit un atoll, l'un des plus beaux endroits du monde, Tetiaroa. Au XVIIIe siècle, au moment de la véritable histoire de la Bounty, cet atoll était le royaume bleuté où séjournaient des princesses tahitiennes. Quelques membres de l'équipage, alors en pleine mutinerie, se sont cachés à Tetiaroa.
Située à 53 km au nord de Moorea, à 20 minutes d'avion, Tetiaroa, de 7 km de diamètre, comporte 12 îlots, appelés Motu, baignant dans un lagon peuplé par des oiseaux et les tortues marines. Tetiaroa était connue pour être une île où de belles jeunes femmes étaient envoyées par les grands chefs de Tahiti pour embellir leur corps. C'était une sorte de spa des temps modernes pour l'aristocratie de Tahiti. Dans leur roman, Norman et Hall imaginent les hommes de la Bounty accueillis à Tetiaroa par un ballet. Les danses voluptueuses de Vainé cernées par une nature radieuse. Nordhoff et Hall étaient deux aventuriers, très dynamiques. En plus, Hall était devenu complètement tahitien. Il est venu pêcher à Tetiaroa avec ses amis et un peu aussi par curiosité, quand il faisait ses recherches. Il est probablement venu vérifier comment était l'atoll et a dû se dire « Que faisaient les mutins quand ils étaient sur Tetiaroa ?» Personne ne vivait sur ces atolls. C'est pour ça que c'est une terre de nidification des oiseaux. Les poissons n'ont pas peur. C'est le seul endroit où il y a une telle biodiversité. La biodiversité de ces îles, à l'époque où la Bounty était amarrée, intéressait déjà les scientifiques. Le botaniste de la Bounty avait été envoyé ici pour enrichir la collection de la Royal Society de Londres. Donc bien sûr, à Tahiti, il trouva de nombreux spécimens de plantes différentes. Mais à Tetiaroa aussi, il y a des espèces uniques que l'on ne trouve pas sur les îles hautes. Ces îles édéniques seront célébrées par Nordhoff et Hall durant plus de 400 pages, publiées en 1932. Ils raconteront aussi la destinée tragique des révoltés de la Bounty. Le capitaine Bligh rejoint l'Angleterre avec quelques marins demeurés fidèles. La couronne britannique envoie alors un navire capturer les rebelles. Certains sont arrêtés à Tahiti, d'autres périssent en mer. Ceux rapatriés en Grande-Bretagne seront jugés et plusieurs d'entre eux pendus. Charles Nordhoff vivra à Tahiti 18 ans et James Norman Hall y restera jusqu'à la fin de sa vie. Ce paradis terrestre envoûtera par la suite un autre aventurier, l'acteur Marlon Brando, qui incarne le chef des mutins, Fletcher Christian, dans le film de 1962 adapté du livre. Brando épousera une Tahitienne et achètera l'atoll de Tetiaroa, où il vivra plus de 20 ans. À Tahiti, sur l'eau, il y a des bateaux, et sous l'eau, il y a des perles. C'est l'encadré de Thomas Chauvineau. Elle est ronde, noire, précieuse, et les Polynésiens connaissent son existence depuis longtemps. Bien avant même que la Bounty vienne mouiller dans les eaux tahitiennes et que son équipage se révolte et se débarrasse de leur capitaine tyrannique en le laissant dériver sur une chaloupe.